Donc merci, pour, participer à cette réflexion sur les projets de méthanisation, avec la question qu'on se pose, donc comment favoriser leur acceptabilité, sociale ou sociétale, peu importe le mot. Alors ce webinaire, on va d'abord, parler de tout ce qui concerne les enjeux de l'acceptabilité sociale. Je vous présenterai ensuite une approche des outils qui permettent d'agir vite et efficacement. Vous pouvez vous poser vos questions en direct par le chat, là. Vous avez certains l'ont déjà, testé, expérimenté, et ensuite donc ce webinaire se continue pour ceux qui le souhaitent par un accompagnement. Donc si jamais, heu, ça vous intéresse, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous. Vous avez des boutons sur le tableau de bord qui vous permettent de prendre rendez-vous et on examinera ensemble, si ce que j'ai présenté peut s'appliquer à votre cas particulier, comment, quels résultats vous pouvez en attendre et puis quelles sont les actions à mener très rapidement. Voilà, donc je vais, démarrer. Je vais d'abord présenter le contexte. Donc on est bien dans le biogaz, dans la méthanisation. Le contexte, c'est lequel? Bah, écoutez, en fin de compte, on peut le résumer ainsi, on est passé de ce qu'on appelle une problématique d'appropriation locale ou en d'autres termes le NIMBY, hein, qui veut dire pas dans mon jardin, à l'acceptabilité, sociale. Alors comment on en est arrivé là? Quelques quelques témoignages, quelques exemples. On s'aperçoit qu'en 2012, une association comme Greenpeace, faisait signer une pétition en faveur des énergies renouvelables et notamment en faveur de projets, portés par un GAEC dans le Champagne-Ardenne, un projet de méthanisation. Donc Greenpeace venait en soutien à ce projet de méthanisation et en 2019, à travers notamment, mais c'est pas uniquement, cette association ou ce collectif qui est entre guillemets «responsable de tout», mais c'est juste, une illustration. Donc en 2019, on voit arriver, donc comme c'est écrit là, une inquiétude ou des inquiétudes plus exactement du collectif scientifique national méthanisation raisonnée, par rapport à la méthanisation qui, envoie un courrier aux parlementaires, donc aux députés, aux présidents, aux préfets, aux membres des commissions et aux élus et sans forcément lire d'une façon très exhaustive le petit texte. Pour le résumer, en fait, on s'aperçoit qu'il y a un questionnement par rapport au modèle agricole qui est, derrière ou devant, la méthanisation. Donc de 2012 pardon, qu'à 2019, sont arrivés donc, des éléments qui ont fait que la dimension du NIMBY, donc de l'appropriation locale, en fin de compte de la problématique d'inquiétude des riverains et des citoyens, donc plutôt des problèmes de voisinage. On est passé donc de quelque chose qui est très, très, très local à une dimension qui est plus large, qu'on appelle l'acceptabilité, sociale, et qui va, mobiliser donc en plus de tous les acteurs qui sont autour de la méthanisation, je vais y revenir là dans quelques secondes, hein, c'est un petit schéma que j'ai pris à GRDF, vont se greffer à tous ces acteurs ce que j'appelle des associations anti, qui en fin de compte, cela exprime le fait qu'il y a actuellement donc dans la société un questionnement par rapport au bien-fondé de la méthanisation et donc on est plus sur une opposition de principe, plus qu'une opposition due à des inquiétudes, par rapport à une proximité, donc des inquiétudes, de nuisances éventuelles, qui sont, plutôt d'habitude portées par les riverains, voire les habitants de la commune sur lequel sont installés les méthaniseurs. Donc ce petit schéma, enfin pardon, ce schéma de GRDF, hein, a l'avantage de présenter, bah, le porteur de projet au centre du dispositif avec, ce qu'on appelle les parties prenantes, donc les acteurs du territoire qui sont impliqués, donc les élus locaux, les associations environnementales, les habitants, riverains, commerçants et tout le monde technique, experts, bureaux d'études, opérateurs de réseau, chambre d'agriculture, agence de concertation, cluster, voilà et moi je me permets, c'est moi qui me suis permis de rajouter les associations,
Antilles, puisque c'est depuis quelques années, ça a apparu dans le paysage. C'est quelque chose qui est relativement bien connu dans les énergies renouvelables, notamment du côté du monde de l'éolien, hein. Vous savez que toutes les éoliennes qui s'installent sont soumises à une double contestation, celle des riverains, des gens du voisinage ou des communes, et celle des associations dites anti. Donc la méthanisation rejoint un peu la problématique des éoliennes, bien évidemment, pas sur les mêmes dimensions techniques, mais en termes d'acceptabilité, on est à peu près sur les mêmes problématiques. Alors pourquoi ce webinaire? Bah, écoutez, en fait, à travers les recherches que j'ai eu la chance de mener quand je travaillais au CNRS, et plus récemment, dans le cadre de l'entreprise Acceptable Avenir, nous avons eu aussi la chance d'avoir un projet de R&D avec le laboratoire de sociologie de l'Université Jean Jaurès de Toulouse, soutenu par l'ADEME, ce qui nous a permis de développer une méthode et des outils qui viennent répondre à cette grande question de l'acceptabilité sociale. Alors pour le biogaz, mais aussi pour l'éolien et le photovoltaïque au sol, qui lui aussi est maintenant contesté, notamment les grands projets. De ces recherches et du développement des méthodes et des outils, nous sommes en application en région Occitanie, c'est-à-dire que là, on est en opération, hein, on appuie les projets de méthanisation. Notre, notre action est facilitée par la région Occitanie qui a décidé, il y a 2 ans, d'aider les porteurs de projets qui passaient par la case communication, concertation à l'aide de subventions et qui conditionne d'ailleurs aussi son aide sur les investissements par le fait que les projets passent par cette case, donc communication, concertation. Et nous sommes actuellement donc en expérimentation sur 2 régions, de GRDF, hein, c'est les régions de GRDF, donc centre-ouest et nord-ouest, régions pour lesquelles en 2 ans, donc il y a eu une bascule très, très forte de projets de méthanisation qui se passaient relativement bien, à des projets de méthanisation qui sont quasiment, systématiquement, contestés. Donc l'idée, c'est de vous faire part à la fois des résultats de notre R&D et surtout de l'opérationnel, hein, puisqu'on est en mode opérationnel. Je pense que c'est ce qui doit vous intéresser, le plus toutes et tous, et donc on va rentrer dans le domaine, opérationnel. Mais auparavant, je voudrais vous synthétiser le résultat de nos recherches. Alors quels sont-ils ces résultats? Beh, en fait, ce qu'on a découvert, enfin découvert, ce on a renforcé, par rapport à l'existant dans la littérature scientifique, c'est qu'un projet, en fin de compte, ne se lisait pas uniquement sur son contenu, technique. Quand je dis se lisait, c'est-à-dire que la façon dont il était perçu par ce qu'on appelle les parties prenantes, hein, donc je le répète, on l'a vu tout à l'heure, hein, les voisins, les riverains, les habitants, les associations, les acteurs techniques, les élus, le projet se voit en 3 dimensions. Celle que l'on voit le plus, toutes et tous, c'est le contenu technique, hein. C'est-à-dire on parle de méthanisation, donc on va arriver à un méthaniseur, on va avoir des problématiques d'odeur, de trafic, de bruit, de risque d'explosion. Mais ça, c'est le contenu technique, et il faut savoir qu'un projet est analysé, alors consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, par les acteurs, sur à la fois ce qu'on appelle son portage, c'est-à-dire qui porte le projet ou quelle entité porte le projet ou comment il est porté par le territoire, et la démarche, la façon dont le projet est présenté et est amené sur le territoire. Et on s'est aperçu donc à travers ces études que l'on a menées, que l'on est à peu près sur une équirépartition, donc à peu près 33 pour le contenu, 33 pour la démarche et 33 pour le portage. Et bien évidemment, ceux-ci sont des ordres de grandeur, hein, ça peut être du 25, 35 ou 38, peu importe, mais c'est de dire qu'il y a 3 compartiments et qu'il faut vraiment ne pas les oublier quand on est sur son projet. En fin de compte, quand on se pose la question de comment favoriser l'acceptabilité sociale d'un projet de méthanisation ou d'énergie renouvelable, ça revient en fait à changer de paradigme. Et c'est pas propre à la méthanisation, mais ça s'adresse aujourd'hui plus particulièrement à la méthanisation puisque c'est le sujet qui vous intéresse. Donc,
Le paradigme, c'est lequel pour l'instant? C'est que quand on porte un projet, on met beaucoup d'énergie à présenter son contenu, si ce n'est toute l'énergie. On parle très rarement de la façon dont il est porté et encore moins de la façon dont on va le faire partager ou l'amener sur le territoire. Et ce que l'on propose, nous, c'est de v porter son projet différemment. Donc c'est de ne pas oublier de bien parler de quelle démarche, on veut pour le territoire, comment il est porté et ensuite parler du contenu. Donc c'est une inversion des priorités, même si bien évidemment le contenu technique d'un projet reste fondamental et très, très important. Mais c'est dans la façon dont on va le présenter, c'est l'énergie que le porteur de projet doit mettre sur, ces différents, thèmes, qu'il faut, modifier. Alors dans la salle, je ne sais pas s'il y a des porteurs de projets ou s'il y a des services qui les accompagnent ou des constructeurs. Enfin, en tous les cas, c'est le travail de tout le monde de se dire peut-être qu'il faut que l'on apporte, que l'on porte ou qu'on présente notre projet d'une façon différente sur le territoire. Alors pour faire ça, il suffit pas de le dire, hein, il faut aussi avoir les moyens de pouvoir le faire. Heu, donc ce que je vais faire maintenant, c'est de vous présenter, notre approche qui est donc basé sur 3 étapes. Donc c'est une démarche, qui a pour objectif d'adapter, alors ça s'adresse à tout projet de méthanisation, que ça soit des des projets à la ferme, ou des grands projets, c'est d'adapter son projet au territoire, enfin d'adapter le projet à son territoire, mais bien évidemment tout en préservant sa faisabilité technique et économique, hein. Il faut que le projet puisse, être rentable et qu'il soit conforme avec la réglementation. Donc on va réfléchir en 3 dimensions. 3 dimensions, 3 étapes. La première, c'est de définir sa stratégie en prenant en compte le projet et son contexte. C'est-à-dire ne pas uniquement se focaliser, je le répète, sur le projet, sur son contenu technique, mais bien prendre en compte les 3 dimensions et de ne pas oublier le contexte, c'est-à-dire le territoire, auquel le projet s'adresse. Ensuite, il y a une construction à faire avec son écosystème projet, mais ça je l'expliquerai, ce qui se cache derrière, cette terminologie écosystème projet. Et enfin donc, il y a une action d'adaptation ou qu'on peut appeler optimisation du projet. Ah, quelqu'un me dit que mon discours est haché. Est-ce que c'est vrai pour tout le monde? Est-ce que c'est uniquement la personne ou c'est tout le monde qui a des problèmes de son? Ah bon, bah, peut-être que c'est la personne qui a OK, d'accord. Bon, bah, je suis désolé pour la personne. A priori, il doit y avoir un problème de connexion de son côté. Bon, je continue. Donc, 1re étape, définir sa stratégie. Alors, bien évidemment, on a conscience du fait qu'on s'adresse à des porteurs de projets qui font ça en plus de leur, activité quotidienne. Donc on est dans de la méthanisation, la plupart du temps, c'est de la méthanisation agricole, c'est-à-dire des gens qui sont focalisés sur leur exploitation, c'est-à-dire qui n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à leur projet. D'où l'idée, d'avoir, développé des outils, qui permettent d'aller vite, et qui permettent de donner des informations, rapidement. Donc on a développé, 2 outils, donc un premier qui s'appelle Start et un 2e qui s'appelle, Mondiag. Donc le premier vise à analyser les risques du projet en termes d'acceptabilité et le deuxième sert à faire une première analyse de comment le projet va être perçu. Je vous montre, en théorie, puis après on étudiera un cas ensemble, un cas d'étude. Donc Start, c'est quoi? C'est un questionnaire en ligne. Il faut 5 à 10 minutes pour le remplir. Alors, il peut être rempli par le porteur de projet ou par, ceux qui l'accompagnent. Donc ça peut être une chambre d'agriculture, ça peut être un constructeur, ça peut être un bureau d'études, un AMO, qui peuvent remplir, éventuellement à sa place. C'est quand même mieux que ça soit le porteur de projet qui le remplisse parce qu'en fin de compte, cet algorithme que l'on a développé avec les sociologues va parler, va analyser la façon dont le projet est porté et perçu lui-même par le porteur de projet. Donc c'est important que ça soit lui qui le fasse, mais vous pouvez le faire pour l'aider. Donc on a dans un premier temps une analyse globale,
Donc là, pour le cas, c'est une analyse qui montre qu'on a un potentiel d'acceptabilité moyen, hein, donc vert, orange, rouge. Vert, c'est bon et orange, c'est moyen et rouge, c'est difficile, un potentiel faible d'acceptabilité. Et à droite, on commence à décomposer de quoi est fait cette acceptabilité. Et on a 6 grands items qu'on a identifiés donc avec le laboratoire de sociologie, qui sont donc l'opportunité du projet, l'équité, la crédibilité, l'ancrage, l'ouverture, la responsabilité. Et on voit que pour ce projet, il n'y a pas de problème d'opportunité, c'est-à-dire que les gens, enfin les gens. Là, on n'a pas posé de questions. En fait, c'est avec les sociologues, on a dessiné un profil type de ce qu'est l'acceptabilité, et le projet, de la façon dont il est présenté, montre qu'a priori, il sera perçu comme autant opportun pour le territoire et crédible. En revanche, il y a des questionnements sur l'ancrage, l'ouverture, la responsabilité, et des questionnements forts sur l'équité. Il y a une probabilité de questionnement. Dans un deuxième temps, on fait un rapport détaillé suite à cette analyse, et le porteur de projet a dans les mains les points favorables de son projet, les points de vigilance et des recommandations spécifiques au projet. Il y a aussi des pages sur des recommandations générales au projet, mais là, je veux juste montrer ce qui est vraiment que c'est un outil qui s'adapte aussi au projet, qui n'est pas un outil général, mais qui parle bien du projet lui-même. L'autre analyse, c'est cette fois-ci, on va commencer à poser des questions sur le territoire. Start, ça ne parle pas au territoire, c'est le projet et on met en correspondance la description du projet qui est fait dans le questionnaire par le porteur de projet et le profil type de l'acceptabilité qu'on a construit avec les sociologues et qu'on a testé, bien évidemment. Et là, donc, c'est comment on va aller évaluer les premières perceptions ou les perceptions des premiers acteurs du territoire. Donc ici, vous avez un exemple qui a été conduit par des entretiens rapides sur 10 personnes, donc des élus et des riverains. Et l'avantage, c'est qu'on voit très très rapidement qu'en termes d'opportunité, c'est-à-dire est-ce que le projet va apporter quelque chose au territoire ou est opportun pour le territoire, ben, la plupart des gens sont plutôt en vert. Et on s'aperçoit que ce projet aura des difficultés par rapport à la crédibilité et par rapport à l'équité perçue. Alors Mondiac, c'est quoi en fait? C'est un questionnaire qu'on peut remettre aux acteurs de terrain, et derrière, nous, on peut être en support pour analyser les résultats. Donc l'idée, c'est voilà, de transférer au maximum notre expertise aux acteurs de terrain. S'il le faut, on peut aussi faire les enquêtes nous-mêmes, hein, ça dépend de l'ampleur du projet. De temps en temps, 10 enquêtes ne suffiront pas. Mais en tous les cas, c'est une volonté de notre part de faire bénéficier du maximum des acteurs de la méthanisation de ces outils qui sont en train d'être, qui ont été développés et qui sont en train d'être appliqués. Une fois que l'on a ces informations, donc le potentiel d'acceptabilité et les perceptions, on est en capacité d'identifier quelle va être la bonne stratégie. Donc, si on est plutôt sur du vert, eh ben, on va se dire que de l'information devrait suffire. En revanche, dès qu'on va commencer à basculer sur du orange et voir aller vers le rouge, on sait qu'on va être obligé de faire de l'optimisation. Ça veut dire qu'il va falloir adapter le projet. Il faut adapter le projet. Et quand on dit optimisation, hein, je le rappelle, c'est trouver l'équilibre entre le fait que ça soit un projet qui soit viable d'un point de vue économique, qui soit faisable d'un point de vue technique, qui soit conforme d'un point de vue réglementaire et qui réponde aux attentes et aux inquiétudes des parties prenantes. Donc, les deux premières étapes, qui vont relativement vite, permettent déjà de savoir sur quelle base on est. Donc, est-ce qu'on est sur un projet qui a un haut potentiel d'acceptabilité ou un faible potentiel d'acceptabilité? Et à partir de là, on est capable de décliner la stratégie qu'il va falloir mettre en place. Alors, j'ai mis un petit panneau danger, c'est-à-dire que ce sont bien évidemment des stratégies qu'il faut que l'on soit capable de faire évoluer quasiment en temps réel, hein. C'est-à-dire que si on est sur une démarche d'écoute et qu'on s'aperçoit qu'au cours de l'écoute, on voit apparaître de plus en plus de contestations, bah, ça veut dire que probablement Heu, toutes les perceptions n'ont pas été forcément bien identifiées et il faut que l'on bascule sur quelque chose d'un petit peu plus engageant en termes de consultation, voire de co-construction. Donc il faut de la souplesse,
mais ça permet d'avancer progressivement dans le projet et bien évidemment, ça veut dire, que de mettre en jeu des coûts qui sont raisonnables, hein, puisque la difficulté de la méthanisation, c'est que les porteurs de projets ont de nombreux coûts à engager et qu'il faut éviter, de générer des surcoûts, hein. Ils sont obligés de faire très, très attention au budget, de leur projet. La deuxième étape, c'est construire son écosystème projet. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? En fait, je vous montre un schéma, c'est, si vous voulez, l'arrivée des associations anti, qui nous incitent à réfléchir, dans ce sens-là, puisque pour l'instant, le processus de NIMBY, hein, d'appropriation locale, de contestation locale, c'était plutôt vers la gauche de la flèche, c'est-à-dire qu'on avait, plutôt les riverains et les associations environnementales, voire les services instructeurs, et les élus à convaincre que tout allait bien se passer. Et maintenant, du fait qu'arrivent, les associations anti, beh, ça veut dire qu'il faut tout de suite aller discuter le plus rapidement possible, avec tous ces acteurs et construire, un climat de confiance. Alors dès que le projet va se faire, les premiers qui vont être sollicités, ce sont les bureaux d'études, les constructeurs, et les opérateurs de réseau enfin la chambre d'agriculture, elle est toujours, soit très proche des projets, soit tout de suite après. Mais bon, en tous les cas, déjà auprès de ces opérateurs, de ces acteurs, l'important, c'est de faire passer le message, que les temps ont changé, que probablement, il va falloir passer un petit peu plus de temps, sur, l'explication du projet au territoire et que pour tous ces acteurs, hein, notamment les constructeurs et les bureaux d'études, bah, le temps qui passe, c'est jamais bon parce que c'est entre guillemets «l'équilibre financier de leur activité» qui peut être en jeu, mais il faut bien faire le rapport entre le temps passé au début, à expliquer le projet et le temps qu'on risque de perdre si jamais il y a, des contestations fortes, voire, des recours qui sont mis en place. En tous les cas, une incitation auprès des porteurs de projets à très, très, très rapidement dialoguer avec tout le monde. Donc avec les BE, bien sûr et les constructeurs en appui, les opérateurs réseau en cas d'injection comme GRDF ou les opérateurs réseau, électriques, les élus, quasiment tout de suite en même temps, la chambre d'agri, aussi quasiment en même temps, les services instructeurs, ne pas les oublier, leur parler et les riverains et les associations environnementales. Alors, on leur parle de quoi? Donc rappelez-vous, le changement de paradigme, hein, on ne va pas forcément leur parler tout de suite du côté technique du projet, mais bien évidemment, il faut en parler, mais ne pas oublier, de dire qu'on est dans une volonté de mise en adéquation de son projet avec le territoire. Qu'on n'est pas là pour imposer un projet, mais qu'on est bien là pour, faire une optimisation qui tienne compte du territoire. Communiquer sur la démarche, va faciliter la vie de votre projet et ce qui ne vous empêche pas, bien évidemment, de communiquer sur le côté technique. Mais rappelons-nous, c'est de ne pas forcément arriver tout de suite avec 100 d'arguments techniques, parce qu'on oublie les 2 autres, dimensions de l'acceptabilité que sont le portage et la démarche. Donc créer un climat de confiance entre les parties prenantes locales pour construire de la convergence vers un projet acceptable. Bon, c'est des grandes phrases pour dire que, il faut créer la confiance, et j'en profite pour dire qu'il faut peut-être aussi sortir, de l'idée, qu'il y avait jusqu'à présent de d'aller chercher des soutiens, des alliés, enfin même des supporters. C'est-à-dire que, jusqu'à présent, il y avait une volonté de vite aller voir les élus, vite aller voir la chambre, pour qu'il y ait une déclaration, presque une délibération dans les collectivités pour dire, «Voilà, nous, on est pour ce projet». Moi, je vous invite, pour tous les porteurs de projets et ceux qui les accompagnent, de ne pas se précipiter sur cette demande de positionnement. Parce qu'en fin de compte, on risque de mettre en porte-à-faux la collectivité et il faut plutôt créer donc ce climat de confiance, ce dialogue, les inviter au dialogue, leur demander qu'ils vous aident à mettre en place ce dialogue, mais pas forcément leur demander qu'ils prennent position pour ou contre votre projet, parce que ça risque de les mettre en porte-à-faux si jamais, pour une raison ou pour une autre, il y a un peu de tension
qui arrive et des élus qui sont en porte-à-faux, ben, ça va pas bien se passer parce que, eux, ils vont être obligés, bien évidemment, de se référer à leur mandat qui est, l'intérêt général, donc de pas forcément, être, entre le marteau et l'enclume. Donc quant aux associations anti, eh beh, il faut aller leur parler, mais une fois qu'on a bien construit son climat de confiance, alors si c'est possible, parce que des fois elles arrivent plus vite que prévu et ce que nous on recommande, c'est, si c'est possible avec les acteurs du territoire, de qu'en même temps que votre projet, il y ait une possibilité de dialogue sur le bien-fondé de la méthanisation à une autre échelle du territoire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un projet qui est sur une commune, s'il n'y a pas de débat actuellement dans la région, dans le département ou dans la communauté de communes sur, enfin au niveau des énergies renouvelables ou et plus particulièrement de la méthanisation, ça vaut le coup de solliciter, que des débats se mettent en place à des échelles supérieures parce que ça va permettre de soulager un peu le projet et que ça soit pas le projet qui vienne cristalliser, cette discussion, ce débat actuellement, de dire: «Est-ce que la méthanisation, c'est bien ou c'est pas bien?» Et si c'est pas possible, c'est-à-dire si, il y a pas de débat à l'échelle supraterritoriale, hein, et ben, il faut vraiment, avoir fait un gros travail de confiance au niveau de votre écosystème projet pour que résister entre guillemets «à la pression des Antilles» et c'est là, à travers la confiance, que vous allez, construire avoir des alliés. Pas leur demander de supporter votre projet directement, mais de leur demander de participer à un dialogue, et c'est à travers le dialogue que vont se construire les les aides. Excusez-moi, il y a quelqu'un oui. Aura-t-on accès au replay? J'ouvre une parenthèse, je vois quelqu'un pose la question. Oui, il y a un replay qui est prévu si l'enregistrement se passe bien, parce que des fois, il y en a des petits soucis d'enregistrement, mais normalement, oui, un replay sera fait et disponible. Donc la 3e étape, c'est d'optimisation du il y a une autre question, j'y répondrai après. La 3e étape, c'est donc, l'optimisation du projet, qui peut se faire de différentes, façons. Alors la question: «Nous avons l'impression qu'il existe une économie parallèle pour créer des associations. Est-ce que les associations sont gérées par des bénévoles non salariés?» Bon, c'est vrai que dans les problèmes de tension, de conflit, on a toujours tendance à vouloir, examiner, entre guillemets, «l'autre», de savoir, pourquoi il s'oppose, le comment, qui il est, qui le finance. On peut partir dans cette voie-là. Nous, c'est pas trop la voie sur laquelle on va. C'est plutôt de se dire: «Il faut créer, dans un dialogue, objectif», comme on va le voir maintenant, là, sur l'optimisation du projet. L'idée, c'est, que chacun prenne sa place, tout seul et qu'en fin de compte, quand vous créez une zone de débat, c'est tous les participants, du débat qui vont se positionner les uns par rapport aux autres et qui vont positionner, les autres aussi dans le débat, voilà. Donc c'est pas forcément la peine de se cristalliser, de se focaliser sur l'association anti. Ça il faut plutôt construire les conditions pour que cette association n'ait pas plus de poids que les autres acteurs du territoire et il n'y a pas de raison que l'association ait plus de poids que les autres acteurs du territoire. Donc oui, il faut éviter à tout prix, de faire, autour du projet, heu, de créer autour du projet au mieux un match de tennis et au pire un match de boxe, quoi. Parce que dans ces cas-là, le match de tennis, au maximum, il y a quatre joueurs, le match de boxe, il y en a 2 et les autres regardent. Et l'inconvénient, c'est que quand vous êtes sur un territoire, bah, les personnes autour sont, soit sur le terrain de tennis, soit sur le ring en même temps que vous, donc c'est agréable pour personne. Donc plutôt que d'essayer de considérer les autres comme des adversaires, c'est plutôt de se dire: «OK, ben, on se met ensemble, on essaye de réfléchir ensemble, et chacun va positionner, je le répète, va se positionner dans le débat et chacun va positionner les autres aussi dans le débat».
Alors l'optimisation, je vais tout de suite dire que ça ne veut pas dire obligatoirement réunion publique, hein. Ça ne veut pas obligatoirement dire, 6 mois de concertation, puisque on a bien vu que ça dépendait, de l'analyse préalable que l'on a faite. Donc il y a plusieurs niveaux d'optimisation, mais en tous les cas, il faut qu'il y ait une volonté de dire: «Mon projet, je veux faire en sorte qu'il arrive au mieux sur le territoire». S'il y a cette volonté, ça va se traduire par un engagement. L'engagement qui est de dire: «Je vais répondre à toutes les questions qu'on me pose, je vais étudier équitablement toutes les solutions et mon projet, il sera bien, finalisé à partir des éléments qui seront issus du débat». Donc c'est une posture du porteur de projet, enfin quand je dis du porteur de projet, ça peut être des porteurs de projet. Pour les grands projets, il y a plusieurs associés, mais peu importe. Et c'est un engagement. Et il n'y a aucun risque à tenir cet engagement. Là, ça fait 10 ans qu'on travaille dans les énergies renouvelables en acceptabilité. Je peux vous dire qu'il n'y a aucun risque à s'engager sur ces points-là. Il faut juste être très très clair avec les personnes avec lesquelles on discute, toujours dire que écoute, consultation, co-construction n'est pas décision. Celui qui décide, c'est premièrement le porteur du projet, enfin l'entité qui porte le projet, de savoir quel est le projet final qui va être déposé ou déclaré. Et ensuite, si c'est soumis à autorisation, ben, c'est le préfet qui décide et la collectivité sur laquelle arrive le projet qui peut décider, alors peut-être pas toujours administrativement, mais qui aussi peut décider de la pertinence de ce projet sur son territoire. Donc une fois que les choses sont très claires, on discute. Nous, porteurs de projet, on veut optimiser notre projet. On travaille avec vous en transparence. On va répondre à toutes vos questions. On va tout regarder, les suggestions, et on va, identifier notre projet à partir des éléments issus du débat. Alors quand je dis ça, on a l'impression que ça peut être des choses qui vont durer, des mois et des mois, mais pas forcément, hein. Ça peut être condensé dans le temps, en fonction du contexte, en fonction du projet, en fonction de beaucoup d'éléments. Mais en tous les cas, le processus est toujours le même. Le processus est le même. La dimension du processus va dépendre de la «qualité» entre guillemets du projet en termes d'acceptabilité, et du contexte du territoire. Mais ça ne veut pas dire que, on aura la même énergie, le même nombre d'heures passées pour, optimiser un projet. Alors je vous montre un exemple, qui est donc, un cas donc une méthanisation en voie sèche discontinue, donc c'est de la COGE sur un projet de 160 kilowatts. Donc alors là, on voit pas très bien, excusez-moi, mais il y a je ne sais pas si vous voyez ma souris là, il y a la localisation du méthaniseur, donc le village est là, la route pour amener les intrants et emmener le digestat est là, donc il y a quelques voisins ici, les premiers voisins là, donc on est dans un contexte a priori, relativement, favorable, hein, par rapport à la méthanisation. On le 1er obstacle, c'est toujours la proximité d'habitation, donc là, a priori, on était plutôt dans quelque chose d'assez, favorable. Donc ça, c'est un projet qu'on suit. Bon, je vous montre pour ceux qui connaissent, hein, qui connaissent bien ce métier, mais a priori, vous le connaissez toutes et tous bien puisque, vu vos profils, vous êtes quand même tous impliqués. Donc vous voyez à peu près de quoi est fait les intrants. Donc il n'y a pas d'intrants, non agricoles, hein. Il n'y a pas de bout d'épuration, il n'y a pas de déchets, agroalimentaires. Donc on est quelque chose sur relativement, déchets, agroalimentaires qui sont en principe les projets les plus simples. On a fait le start avec le porteur de projet. Donc, bon, vous voyez déjà qu'il y a quelques clignotants qui s'allument là, puisque bah, on n'était pas forcément tout vert, hein. Donc, ça, c'est les questions, euh, les réponses pardon, apportées par le porteur de projet aux questions qui sont posées dans le questionnaire en ligne. Donc, déjà, première petite lumière qui s'est allumée. Ensuite, il y a eu l'approche de 10 interviews, donc je crois de mémoire 7 membres du conseil municipal plus 3 riverains. Et là, on voit encore que le projet n'est pas très équilibré. Alors un projet équilibré, c'est quoi? C'est la grosse bulle jaune au milieu, là, où c'est une perception qui dit, la personne qui a été enquêtée, elle a dit, bah,
que pour elle, le projet, il est opportun, il est crédible et il est équitable. C'est-à-dire que pour le territoire, il va pas forcément, heu, avoir des impacts négatifs pour les uns et des apports positifs pour les autres. C'est quelque chose de relativement équitable, mais on voit très bien que la plupart des des autres personnes ont des inquiétudes sur la crédibilité et le côté équité. Donc on a fait l'analyse et on s'est dit: «Bon, beh, par rapport à ça, on est quand même plutôt sur quelque chose où il faut être dans de la consultation». Donc consultation, c'est quoi? On informe, et on écoute les questions, on y répond, on écoute les suggestions et on fait un retour, par rapport aux personnes qui ont soulevé des questions. Avec toujours pareil, l'engagement, on va répondre à toutes les questions, on étudie équitablement les solutions et le projet, ce celui qui va être déposé à la fin, sera bien, issu, de ce qui aura été débattu et on va pas, ramener des éléments qui n'ont jamais été débattus. Ça, c'est très, très important. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Une réunion d'information et d'échange, hein, c'était il y a pas très longtemps, vous voyez, c'était en octobre, que nous avons, animée. Il y avait le porteur de projet, bah, qui en fin de compte n'a pas pu être là parce qu'il était, déclaré, cas contact Covid et on avait, une société, un constructeur qui nous a aidés sur la partie, technique. Alors l'avantage là, on a décidé de faire une réunion, hein, donc je vous le rappelle, les réunions ne sont pas, forcément toujours les bons outils, hein, puisqu'on sait très bien que c'est de plus en plus compliqué parce que les réunions publiques, peuvent toujours déraper. Mais là, bon, j'avais pris la décision de faire, de l'information large et rapide, donc à travers une réunion, donc en informant, bien sûr, la collectivité, les habitants. Il y a eu du boitage, qui a été fait, boîte à lettres, toutes les collectivités concernées par les intrants et les digestats, le parc national, le SCOT, la chambre d'agri, enfin tout le monde, voilà. Et on a vu arriver une association anti, méthanisation. Donc l'avantage aussi, de faire une réunion publique, bah, c'est que ça permet de finaliser, l'analyse du territoire et de voir arriver, ceux qui étaient passés sous les radars. Donc très rapidement, on a bien vu qu'on était dans une réunion, bah, que l'information et que les échanges, n'étaient pas forcément des échanges, uniquement sur, le projet, mais bien aussi sur la problématique de pour ou contre la méthanisation. Puisque dans le débat, très rapidement, sont arrivés les exemples du méthaniseur de Gramma, de l'accident qu'il y a eu en Bretagne récent. Enfin, ouais, on voyait bien qu'on était dans autre chose. Qu'à cela ne tienne, on s'était engagé, donc on mène le projet, jusqu'au bout. C'est-à-dire que, heu, tout de suite après la réunion, il y a eu dépôt en mairie, donc de la présentation, des rapports qui avaient été faits par le bureau d'études pour la faisabilité et pour l'état, environnemental, initial, et avec un engagement qui était de dire que nous allions apporter, alors quand je dis nous, c'est pas, uniquement nous, hein, c'est, tout l'écosystème, projet, donc les bureaux d'études, le constructeur, pressenti, le porteur de projet, aux questions, mais uniquement aux questions écrites. Alors j'écris, écrites en gros, pourquoi? Parce que dans ce processus, il faut qu'il y ait de la transparence, aussi bien pour ceux qui vont répondre aux questions que pour ceux qui les posent. Parce qu'autrement, si vous commencez à répondre à des questions qu'on vous a posées par oral, on s'expose à, vous n'avez pas compris notre question, vous répondez pas à nos questions. Non, non, il ne faut répondre qu'aux questions qui sont écrites, et pour faire ça, donc nous, on met en place un numéro de téléphone, pas pour qu'ils nous donnent les questions, mais pour les renvoyer sur une adresse électronique ou leur envoyer un bulletin papier, s'ils souhaitent le mettre, ou, entre guillemets, toute autre, expression, écrite. Donc sur le projet que je vous montre, il y a eu, donc nombre de questions. Donc nous avons, répondu aux questions posées par email. Il y a eu même une pétition, voilà, donc on voit bien qu'on était sur, quelque chose, que la réunion a permis de révéler, une lettre au président de la communauté de communes, et quand nous répondons aux questions, donc c'est Acceptable Avenir qui orchestre les réponses, toutes les questions, sont anonymes. Puisque l'idée, ce n'est pas, de partir sur le combat des uns contre les autres, mais vraiment de dire c'est quoi les interrogations du territoire et quelles sont les réponses qui peuvent être apportées. Et ne surtout pas,
dire: «C'est un tel qui a dit ça, donc ça ne va pas de valeur». Non, non, il faut s'éloigner de tout ça. Il faut être dans l'objectivité le plus que possible. Alors, l'avantage du changement de paradigme, bah, je vous donne une illustration. Rappelons-nous, pour l'instant, on est plutôt quand on défend un projet, on est plutôt à 98 sur le contenu, un peu le portage, de qui le porte et puis la démarche, bah, plus ou moins, démarche de dialogue. Oui, mais comment? C'est pas trop. Si on inverse, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on est dans une démarche où on veut vraiment que le projet soit en adéquation avec le territoire. Alors bien évidemment, tout ça, j'ai oublié de le dire dès le début, mais j'aurais dû le dire dès le début, bah, c'est quand même, conditionné par, le porteur de projet. S'il ne veut pas faire cette démarche, c'est un peu plus compliqué. Et l'avantage d'être dans cette, approche-là, excusez-moi, c'est que là, le porteur de projet a été sollicité par un journaliste qui était au courant qu'il y avait des pétitions, que ça se passait pas forcément bien. Il a eu le bon réflexe, il nous a renvoyé, le journaliste et ça a été, heu, très, très facile de communiquer, pas sur le contenu technique, ni sur le portage, de communiquer sur la démarche qui était entamée de dialogue, d'écoute et l'interview, s'est finie, en disant: «La discussion est toujours ouverte». Et l'article n'a pas été un article, au brûlot, hein, j'avais été averti comme quoi c'était pas forcément un journaliste, très, pro méthanisation, mais a priori, donc la facilité que l'on a de pouvoir utiliser la démarche pour parler d'un projet, bah, ça permet justement d'éteindre un peu les feux qui peuvent être, allumés. Bon voilà, écoute, j'ai été très bavard, hein, je suis désolé, comme d'habitude, j'ai plutôt tendance à m'emporter, m'enthousiasmer sur ces questions d'acceptabilité. Donc je voulais maintenant, conclure et puis répondre à quelques-unes de vos questions. Donc 3 étapes, bien se dire qu'il faut absolument, absolument, avoir à l'esprit que ce n'est pas parce que c'est une méthode qui s'applique à tous les projets qu'il va falloir la même énergie pour tous les projets. Il faut que le temps et les moyens à consacrer soient adaptés au projet et au territoire.